Bonjour et bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Marie-Rose Gloanec. Bonjour Mimi, merci de me recevoir chez vous, rue Sylvia Fournier. Vous êtes née et avez grandi à Porquerolles. Vous en êtes partie en 1965 et y êtes revenue en 1979 avec vos deux filles de 15 et 19 ans. L'installation de votre famille sur l'île remonte à vos arrière-grands-parents, arrivés d'Italie à la fin du 19e siècle, de l'île de Ponza plus précisément, comme beaucoup de familles porquerolaises. Alors vous êtes né à Porquerolles en 1938, juste avant la guerre, et vous avez dû quitter l'île lorsqu'elle a été évacuée sous l'occupation allemande en 1943. Vous y revenez peu de temps après la guerre, alors que vous avez une petite dizaine d'années. Alors pour commencer, Mimi, j'avais envie de vous demander comment c'était de grandir à Porquerolles dans les années 50. C'était la liberté quand même, hein, parce que on n'avait pas peur de rien, hein, on était des enfants qui couraient toujours partout. Mais moi, quand même, maman, étant du Poitou, n'avait pas du tout la même mentalité qu'on avait ici à Porquerolles. Elle me laissait aller jusqu'au bas de la rue du Phare et j'avais le droit d'aller jusqu'en haut de la rue du Phare. Là, il y avait un grand champ on s'amusait comme tous les enfants s'amusent. Donc c'était la rue de l'école finalement, vous aviez le droit de vagabonder dans la rue de l'école. Voilà, comme ça, toute la rue du Phare et pas plus. Si j'allais sur la place, il fallait le dire et encore, voilà, il fallait que je traîne mon frère derrière moi. Donc vous avez été à l'école, vous aviez 8 ans à peu près quand vous êtes revenu sur l'île après la guerre. Je devais avoir entre 8 et 9 ans, oui, parce que quand mes parents sont revenus de Brignoles, enfin à côté de Brignoles, moi, je suis allée à l'école à Marseille chez ma tante pendant 2 ou 3 ans. Donc, je suis revenue après. Et est-ce que vous avez des souvenirs de l'école à Porquerolles ? Oui, j'ai fait quelques mois avec Madame Grimaud. Et après, je suis allée dans l'autre classe, quoi, hein, avec une certaine Madame Rias. J'ai l'impression que c'était quelque chose. Oui, avec elle, c'était assez dur. Oui. Et les enfants étaient mélangés, c'est-à-dire que vous étiez plusieurs âges dans les classes. Oui, il y avait plusieurs cours. Il y avait le CE2, le cours moyen, première année, je crois le cours moyen, deuxième année, il me semble qu'il y avait tout ça. Je crois qu'on était 3 cours. Vos parents rentrent avant vous, après la guerre, sur l'île. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles étaient les fonctions qu'ils ont exercées, puisqu'ils ont connu l'époque de la famille Fournier, et ils ont travaillé, je crois, également pour cette famille. Quelles étaient leurs fonctions au sein de la ferme Fournier? Chez les Fournier, donc, mon père, à ce moment-là, hein, à cette époque-là, il était le chauffeur des camions pour Madame Fournier. Quand on est parti de Porquerolles, c'est lui qui a tout emporté, un peu à la selle et un peu au château de Saint-Pré. Vous voulez dire, au moment où l'île a été évacuée, il a participé à transporter les affaires de la famille Fournier. Et oui, parce que c'est lui qui conduisait le camion. Donc, il a tout transporté. Et après, quand ils sont revenus, il a fait le contraire. Certaines choses sont restées certainement sur place, mais ce que Madame Fournier voulait reprendre à Porquerolles, il a fait le contraire. Il est revenu. Et donc, il est revenu un petit peu avant vous, puisque vous êtes resté avec votre tante à Marseille pour faire vos petites classes d'école, et vos parents sont rentrés à Porquerolles pour aider à la réinstallation des Fourniers. Oui, voilà, tout ce qu'il fallait ramener, il fallait le ramener à Porquerolles, hein, voilà. Vos parents, avant la guerre, ils travaillaient donc pour la famille Fournier. Votre maman, quelle fonction a-t-elle exercée ? Maman, elle s'occupait uniquement... attention, c'était pas la gouvernante, hein. Non. Elle s'occupait uniquement de Monsieur et Madame Fournier. Tout ce qu'il fallait faire pour eux, le faisait à Paris, ici, bien sûr. Et quand il fallait partir en voyage, parce qu'ils voyageaient quand même assez souvent,
maman, elle s'occupait de tout ce qui était passeport, tout ce qui était très fragile, disons, toutes les fourrures, quand c'était l'hiver, toutes les fourrures de Madame Fournier, tous les bijoux, et elle s'occupait de tous les passeports, passer aux douanes et tout. Donc elle était proche, j'imagine, du couple Fournier. Oui, elle était assez proche parce qu'elle travaillait, tout ce qu'il fallait faire, elle le faisait. Monsieur Fournier commençait déjà à être fatigué, donc elle s'occupait que de ça. Et donc, après la guerre, vos parents rentrent, ils réinstallent la famille Fournier, et ensuite, qu'ont-ils fait sur l'île ? Mon père a travaillé quelque temps, encore chez les Fournier, et après, il a acheté un bateau et il a commencé la pêche. Donc, il faisait partie des pêcheurs de l'île. Oui. Et vous les rejoignez, vous vous souvenez quand ? Vous êtes resté longtemps avec votre tante ? Je crois que je suis revenue... pour la rentrée de 49, il me semble. Parce que là, maintenant, je suis un peu perdue. C'est tellement loin. Voilà, donc vous faites vos petites classes, la fin de vos petites classes à Porquerolles, et ensuite, est-ce que vous allez au collège de l'autre côté ? Je ne suis pas allée au collège, j'ai pris des cours privés de comptabilité, comptabilité sténodactylo. Donc à Hyères ? À Hyères, oui, à Hyères. Avenue Oriondé même, voilà, à côté de l'hôpital. Ces premières traversées de l'autre côté, alors comme vous veniez de Marseille, j'imagine que pour vous c'était moins perturbant que pour des enfants actuellement qui découvrent vraiment après l'école primaire les premières traversées pour aller au collège. Donc, vous l'avez peut-être vécu de façon un petit peu moins forte à l'époque ? Oui, parce que après, lorsque je suis revenue ici, on allait, comme on disait, on va en ville. Que de temps en temps, on n'y allait pas comme on fait maintenant pour un rien, hein, on n'y allait que de temps en temps. Donc ça me changeait beaucoup avec Marseille, c'est sûr. Et vous m'avez dit que vos parents ont tenu le restaurant de la Plage d'Argent. Ça, c'était en quelle année ? Et est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque ? Oui, bien sûr. Alors là, j'étais plus âgée, bien sûr. Hein, j'avais déjà mes 2 filles, donc c'était... Ils ont pris, il me semble bien que c'est en 60 qu'ils ont pris la Plage d'Argent. Ils l'ont tenu jusqu'en 73. Non, pardon, jusqu'en 72. Ils l'ont tenu jusqu'en 72. Vous vous souvenez de cette période un petit peu ? Ah ben oui, moi j'allais les aider l'été. Comme on habitait Toulon, mes filles venaient passer les vacances à Porquerolles. Finalement, moi je venais, puis je travaillais avec eux à la Plage d'Argent. Oui, parce qu'en effet, c'est vrai qu'on fait des petits allers-retours chronologiques. Vous rencontrez votre mari sur l'île, je crois. Vous vous souvenez l'année ? C'était en 56. En 56. Alors, si j'en crois votre nom, Mimi, donc vous portez le nom de Gloannec, c'est pas un nom d'ici. Comment votre mari est arrivé sur l'île ? Qu'est-ce qu'il était venu faire sur l'île ? Sur l'île, il y avait l'école de détection. Mais il est arrivé parce qu'il était engagé, il était détecteur. Il a fait tous ses cours à Porquerolles. Alors, c'était toujours des cours de 6 mois qu'il faisait. Donc, il en avait déjà fait un avant que, je le connaissais pas du tout. Et il est revenu après, donc il a dû faire de 55. Et on s'est connus donc en 56, voilà. Vous vous êtes rencontrés donc ici et vous vous êtes mariés à Porquerolles ? Oui, bien sûr, oui. À l'église de Porquerolles ? Oui, c'est sûr. On n'allait pas abandonner. Vous avez donc habité ensemble ici et ensuite vous êtes partis, c'était en 1965, vous avez quitté l'île pour vous installer à Toulon, donc c'était pour des raisons professionnelles pour votre mari. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de quitter Porquerolles ? Non, parce que, je partais avec mon mari, c'est déjà une chose, puis j'avais les 2 filles avec moi, donc on n'a pas le temps de trop réfléchir, hein. Il faut y aller, on y va. Hein. Puis étant marié avec un marin, on savait qu'on ne pouvait pas rester à terre. Oui, et puis vous étiez à Toulon, donc j'imagine que vous reveniez fréquemment. Ah ben oui, bien sûr, on revenait, dès qu'on pouvait, on revenait. Et puis ensuite, vous allez partir un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez me raconter ensuite votre chemin vers la Bretagne ? Comment ça s'est passé ? Bien sûr, mon mari, il a pris sa retraite au bout de 17 ans pour partir au Kerguelen, aux îles Kerguelen.
Il est resté 15 mois là-bas, nous on était à Toulon. Quand il est rentré de Kerguelen, il travaillait pour le CNRS, donc on est allé à Figeac. Figeac, voilà, dans le Lot, à Figeac. Et puis là, il a travaillé 2 ans, puis il y a une place qui s'est libérée en Bretagne. On est parti en Bretagne à ce moment-là. Donc on est parti en 74, il me semble. Vous avez aimé la Bretagne ? Oui. Il faut dire que, surtout où on était, c'est une belle région, c'est le Finistère Sud, c'est très joli, hein, oui. Pour moi, c'était un peu plus difficile parce qu'on avait quand même l'habitude du soleil. Encore là-bas, aller au boulot avec la pluie, souvent avec la pluie. Bon, mais c'est tout. Mais la Bretagne est très jolie et non, je m'y plaisais, oui, bien sûr. Et alors, vous êtes amené, je pense que c'est un petit peu malgré vous que vous êtes amené à revenir à Porquerolles en 1979. Bien sûr, c'est au décès de mon mari. Mon mari, il est décédé en fin janvier 79 et mes filles n'ont plus voulu rester en Bretagne, bien sûr, puisque leur père était décédé là-haut. Elles n'ont plus voulu rester. Donc, on est revenu à Porquerolles. Oui, alors je crois que cet élan de retour vers Porquerolles, il a été impulsé par vos 2 filles, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est surtout elle. Peut-être que moi, je ne serais peut-être pas descendue. Enfin, j'en sais rien. On peut pas savoir. Hein. Non, on peut pas le dire, ça. On n'en sait rien. C'est sur le moment, ça se fait, et puis voilà. Oui, parce que vos 2 filles, elles avaient, si je ne me trompe pas... Alors, 16 ans et 20 ans, quoi, presque 21. Vous rentrez sur l'île. Est-ce que quand vous rentrez en 1979, vous trouvez que l'île a changé en comparaison avec vos années de jeunesse ? Oui, bien sûr. Puis de toute façon, quand on revient comme ça au bout de tant de temps, on a vieilli, donc on a mûri. L'île, on la voit pas de la même façon. Quand je suis partie, j'avais 20 ans. Enfin, un peu plus de 20 ans. C'est pas du tout comme quand on revient au bout de 40 ans. Oui. Puis on a fait déjà sa vie et on voit pas du tout les choses de la même façon. Vous retrouvez vos parents sur l'île, oui, donc qui ne travaillent plus, ils sont retraités, j'imagine, à l'époque. Pour vous, c'était une joie de retrouver à la fois vos parents, d'y être avec vos filles. Alors, bon, dans le contexte évidemment qui était celui-ci, mais est-ce que vous êtes heureuse à ce moment-là de retrouver quand même vos... Ah ben oui, ça m'a beaucoup aidé que mes parents soient là, parce que c'est le réconfort. Les parents, c'est le réconfort. On revient à la maison. Est-ce que vous reprenez une activité sur l'île ? Parce que on n'en a pas parlé, mais donc vous avez fait en effet des études de sténodactylo, de comptabilité. Donc vous m'aviez dit que vous aviez travaillé dans un cabinet de radiologie, notamment. Tant que mes filles étaient jeunes, mon mari n'a pas voulu que je travaille, et puis c'était pas possible. On était toujours en partance. Hein. Et donc j'ai travaillé à Figeac, j'ai travaillé dans un cabinet de radiologie. Et après, en Bretagne, je travaillais à l'Hôtel-Dieu. Et donc vous rentrez à Porquerolles et là vous vous dites je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui vous anime là ? C'est-à-dire que j'étais obligée de travailler, hein, puisque j'avais tout laissé là-haut, le travail, la maison, tout. Il fallait que je travaille. Et à Porquerolles, il n'y a pas beaucoup de travail, donc j'ai trouvé une dame qui m'a dit écoute, moi si tu veux, ce que je peux te proposer, c'est simplement des ménages. J'ai dit écoutez, moi il faut que je travaille, sinon ça va pas. Donc j'ai travaillé avec elle et en 80, j'ai acheté le bureau de tabac. C'est une sacrée reprise d'activité parce que j'imagine que vous aviez du travail. Oui. En été, on avait énormément de travail. Vous étiez toute seule pour tenir le bureau de tabac ? J'avais Cathy. Donc votre jeune fille ? La plus jeune. Et après, j'ai eu son mari, ils n'étaient pas mariés encore. Il a commencé qu'ils n'étaient pas mariés, mais moi. Ça a été une bonne expérience de tenir le bureau de tabac. Oui, c'était une expérience, mais c'était surtout pas de tout repos. Vous aviez peu de congés ? Normalement, à ce moment-là, on n'en avait pas. On n'en avait pas. Dans l'été, on travaillait non-stop. Hein. Est-ce que c'était une bonne façon d'être au contact des Porquerolais ? Oui, bien sûr. Déjà, on a beaucoup plus de contacts. Il y avait forcément beaucoup de Porquerolais parce que, ils fumaient, hein, donc ils venaient, bien sûr, hein. Et puis ça m'a permis aussi de voir ceux qui arrivaient à Porquerolles.
Ouais, je les ai tous vus arriver puisqu'ils venaient prendre des cigarettes. Et il est vrai on n'avait plus de contact, c'était quand même beaucoup plus facile, c'était plus agréable, on était au courant de tout et toutes les petites choses qui se passaient, on était au courant parce que les gens parlent quand c'est comme ça, hein, oui. Oui, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage. C'est comme la boulangerie. Voilà, c'est exactement pareil et comme ça, non, c'était agréable, au contraire, oui. Vous avez tenu ce bureau de tabac jusqu'à quand? 4 ans. 4 ans. Après, je suis allée un petit peu ailleurs et je suis revenue travailler avec Cathy aux fruits et légumes. D'accord, oui, parce que Cathy donc s'était mariée et elle tenait les fruits et légumes, quoi. Ah ouais. Pour vous, c'est important que l'une de vos filles soit restée, que vos petits-enfants soient sur l'île ici? Ah ben bien sûr. Je pense que si ils n'étaient pas restés là, je sais pas si j'aurais pu rester toute seule à Porquerolles, parce que mon autre fille étant mariée avec un gendarme, elle aussi était partie, puis elle était partie assez loin, donc je pouvais pas, ils étaient pas à côté de moi. Tandis qu'avec Cathy qui est restée là, ça a été un grand soutien quand même. Autant que moralement, qu'affectif et tout. Et puis j'ai vu les petits, j'étais avec des enfants. Vous avez combien de petits enfants? L'aînée, elle a 2 enfants, fille et garçon, et Cathy, elle a ses 2 garçons. Qui sont tous les deux sur l'île? Oui, qui sont sur l'île, oui. Et les enfants de votre autre fille sont sur l'île aussi? J'en ai une qui est ici, Jennifer, qui est restée ici. Elle, Porquerolles, c'est Porquerolles, hein, voilà. Hein. Et son frère aîné, Grégory, travaille à Bandol, et il habite Bandol. Oui, donc vous avez quand même vos petits-enfants à proximité. Mais c'est énorme d'avoir ces petits-enfants à côté, parce que c'est quand même un soutien. Oui. Ça doit être une grande joie. Alors j'aimerais parler maintenant avec vous, Mimi, de votre lien et de votre vie aujourd'hui à Porquerolles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quoi ressemble une de vos journées sur l'île? Je crois que vous avez beaucoup d'activités, vous faites partie de plusieurs associations et en ce moment notamment vous contribuez à un très beau projet de théâtre. Voilà, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu comment se déroulent vos journées, une journée type? Les journées ne se passent pas pareil en été comme en hiver. En hiver, c'est la détente. Forcément, on a des associations, Vivre à Porquerolles, Lire à Porquerolles, le CIL, enfin tout ça. Donc ça fait, surtout cette année, ça fait énormément de choses à suivre. À l'âge que j'ai maintenant, il faut surtout pas s'arrêter, parce que si on s'arrête, c'est fini. On veut plus sortir, on veut plus rien faire. Donc il faut surtout pas s'arrêter. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est prévu pour vous. Donc, ce qui vous occupe essentiellement, ce sont les activités auxquelles vous participez. Il y a cette activité théâtre en ce moment qui, je crois, occupe pas mal de Porquerollais. Donc, c'est une pièce qui est montée par les Porquerollais. C'est une pièce inventée. Vous pouvez juste me dire le rôle que vous y jouez? Avec Madame Rossi, on est les 2 pipelettes du pays. Voilà. Ça. Bon, on sera impatient de voir ça. Porquerolles, au fil des saisons, Mimi, quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi? La saison que je préfère, je crois que finalement, c'est le printemps. Parce que le printemps, Porquerolles est joli, tout pousse, il y a des fleurs et tout. Et puis, c'est la fin de l'hiver, mais on n'a encore pas le rush de l'été. Alors, on peut profiter quand même bien. On a des beaux jours. C'est plus facile à se promener, bien sûr. Hein. Non, mais je crois bien que c'est le printemps. Donc ça approche. Ça approche maintenant. Oui. Quel est votre endroit ou quels sont vos endroits préférés sur l'île? Je crois que finalement, après avoir réfléchi, je crois que finalement, c'est la Courtade. C'est la Courtade. Oui. Là, c'est là où j'ai connu mon mari. Et puis, il y a un autre aussi que j'aime bien, c'est où on allait souvent avec mon père, c'est au Fort Bonrenaud.
Pourquoi vous y alliez souvent avec votre père? Parce que mon père, mes parents gardaient le Fort Bonrenaud du temps où il y avait monsieur et madame Lebec. Et ils l'ont gardé pendant au moins 30 ou 40 ans. Et donc vous aviez... C'était le garde assermenté du Fort Bonrenaud. Oui, donc vous avez des souvenirs, j'imagine, précis et puis assez particuliers parce que tout le monde n'a pas eu la chance de voir. Non, c'est vrai que c'était. À mes parents, ça leur plaisait de garder ça. Et puis moi, j'allais surtout, toujours pareil, l'hiver. On allait surtout l'hiver parce que l'été, ils étaient là, ils venaient passer tout l'été. Et nous, on y allait l'hiver. C'était la promenade aussi. Voilà. La sortie de Porquerolles le dimanche. Donc la courtade d'un côté et le fort du Bonrenaud de l'autre. C'est vrai que c'était presque en face. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que pour vous, la Porquerolles authentique, ça signifie quelque chose? Et si oui, ça vous évoque quoi? Eh bien, Porquerolles authentique, pour moi, je ne sais pas si je suis dans le juste, c'est Porquerolles avant. Parce qu'on était quand même ensemble, il y avait plus de monde qui habitait Porquerolles, et puis on se connaissait tous, et donc c'était plus familial. Vous pensez que les gens étaient plus proches entre eux? Il y avait une plus grande proximité entre les villageois? Oui, je pense qu'il y avait plus de complicité entre nous, comme ça. Et puis, par exemple, l'été, tout le monde sortait. On disait, on va prendre le frais. Donc, tout le monde était devant la porte. Oui, ce qui n'est plus le cas maintenant. Voilà, ce n'est plus le cas. Dès qu'il y a eu la télé, ça a été fini. Voilà, ça a tout arrêté. Et non, mais c'est vrai. Le soir, quand on avait fini de souper, on descendait au port. Tout le monde allait faire un tour sur le port. Et quand on remontait, alors ça faisait les pipelettes de notre théâtre. Tout le monde s'asseyait devant, sur les bancs, et on attendait, je ne sais plus quoi, on n'attendait rien, mais enfin on était là. Oui, donc il y avait cette vie même l'été, c'est-à-dire que même l'été, une fois que les touristes étaient partis, il y avait une vie de village qui renaissait et qui se vivait vraiment ensemble. Ah oui, parce que ça, par exemple, quand on s'asseyait le soir, c'était l'été. Mm-hmm. Et ça a complètement disparu ou pas? Oh, je pense, oui. Je pense, oui. Oui. Et est-ce que vous pensez que c'est lié au fait qu'il y ait moins peut-être de Porquerolais qui vivent à l'année ici? Aussi, sûrement, oui. Il y a beaucoup moins de Porquerolais, forcément. Mais il y a quand même des autres qui sont venus s'installer, qui ont reformé des groupes et tout. C'est pareil. Mais disons, pour nous, Porquerolais, c'est pas pareil. Oui, je comprends. Tout à fait. Est-ce que, Mimi, vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Un souvenir qui peut être un petit souvenir d'ailleurs, pas forcément une grande histoire, mais quelque chose qui vous vient comme ça soit de votre jeunesse, soit des années après votre retour à Porquerolles avec vos enfants. J'ai un souvenir, oui, parce que je m'étais faite bien attraper. J'étais avec Madame Bardy, Antoinette, qui allait à la plage. Disons pas qu'elle me gardait, mais elle avait toujours un œil. Et elle m'avait appris, à traverser le port. C'est-à-dire, on partait de la plage du port et on allait jusqu'au bout de la jetée. Mais c'était pas la grande jetée de maintenant. Et puis, il n'y avait pas autant de bateaux. Et donc, nous voilà partis. On partait, on allait au bout du quai là-bas, et puis on revenait. Et un jour, mon père, avec le bateau, rentrait. Quand il a vu que j'étais dans l'eau, comme ça, que j'allais là-bas, ça a bardé 5 minutes. C'est un chouette souvenir, parce qu'on ne pourrait plus faire ça. Non, maintenant, on ne pourrait pas. Ou alors, il faudrait plonger très profond. Alors, la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité? Alors, peut-être en termes d'espace, de temporalité ou de vie en communauté. Je pense que c'est une île, c'est entouré d'eau, et quand le dernier bateau accoste, après, plus moyen de repartir. Et je pense que les gens sont assez, peut-être pas effrayés, attention, il faut pas non plus, mais on se dit, c'est fini, on peut pas aller de l'autre côté.
Si vous avez oublié quelque chose, tant pis, vous repartez le lendemain. Je pense que ça, c'est une chose que les gens ne se rendent pas compte quand ils viennent habiter Porquerolles. Et s'il y en a qui veulent pas rester, je crois bien que c'est ça. Parce que si vous n'avez pas de bateau, vous restez là. Oui, c'est l'idée d'être un peu coupé. Un peu isolé. Oui. Un peu isolé, ne serait-ce que pour le docteur aussi. Alors c'est quelque chose que certains peuvent rechercher. Voilà, il y en a qui le recherchent, mais il y en a qui ont un peu peur. Ouais. Pas peur, mais... Qui le réalisent peut-être une fois qu'ils sont sur place. Voilà, oui, ils le réalisent, oui, à ce moment-là, je crois, oui. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients à vivre sur une île ? Les avantages, c'est que même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde à Porquerolles, quand le dernier bateau est passé, c'est fini, on est tranquille, on est bien, quoi, bien sûr, il y a moins de monde, on peut descendre, on peut... Vous arrivez encore à l'apprécier, ça, le fait de pouvoir vous dire... alors, j'imagine, l'hiver, c'est pas la même chose, mais l'été, de voir à un moment donné, en effet, après la dernière navette, vous dire que vous êtes dans un endroit quand même qui est privilégié, vous êtes tranquille. Vous arrivez encore à l'apprécier? Bien sûr, oui, bien sûr, Oui, parce que là, tout le monde est parti. C'est pas qu'on veut rester seul sur Porquerolles, c'est pas ce que je veux dire, Mais enfin, mais il y a plus cette cohue, voilà. Alors l'île, l'hiver, elle revêt quand même un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1 voire 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur Porquerolles. Il y a un habitant de Porquerolles qui disait « Il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous trouvez que les hivers peuvent être longs et rudes ? Et si oui, quel est pour vous votre trésor ? Vous savez, je suis née ici. Je sais comment se passe la vie l'hiver et la vie d'été. Donc, pour moi, c'est naturel, voilà. C'est naturel d'habiter Porquerolles et que la vie soit comme ça. Et pour vous, les hivers sont pas plus difficiles ? Pas plus, non. Pour moi, l'hiver n'est pas difficile. Enfin, jusqu'à présent. Maintenant, après, je verrai. Après. Alors en été, ce sont, dit-on, jusqu'à 8000 touristes qui traversent par jour, sachant que l'hiver, l'île compte environ 300-350 habitants. Comment vous vivez, vous, cette rupture entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été ? J'ai l'impression, mais je ne veux pas anticiper votre réponse, que ça vous perturbe pas plus que ça. Non, ça m'est égal. L'hiver, c'est l'hiver, il faut le passer, on le passe. Et l'été, c'est pareil, oui. Non, moi, ça me perturbe absolument pas. Vous adaptez votre mode de vie l'été ? Il faut bien. Il faut bien s'adapter. Oui, non. Non, j'ai aucun problème de ce côté-là. Vous profitez de la vie du village une fois que les touristes sont partis ? On profite mieux parce que on peut promener plus librement, mais non, ça me dérange pas. Puis s'il n'y avait pas de touristes à Porquerolles, il n'y aurait pas Porquerolles. Alors justement, comment vous avez vu l'île évoluer ? Est-ce qu'il y a pour vous des grands changements sur l'île ? Vous évoquiez tout à l'heure le port notamment, qui n'a sûrement pas du tout le même visage que quand vous y alliez avec Madame Bardy. Il y a eu des grands changements. Il y a eu d'abord l'agrandissement du port. Ça a fait déjà un gros changement. Après, il y a eu le Pré des Palmiers, parce que le Pré des Palmiers, avant, justement, quand on était jeunes, on allait se baigner tous à la plage du port, et quand on rentrait, où il y a le Pré des Palmiers, là, surtout près des maisons, on allait se laver les pieds, parce qu'il y avait de l'eau douce, là. L'eau était à la terre, on allait se laver les pieds, là. Donc, de cette grosse construction, ça a fait un grand changement aussi. Donc, voilà, je crois que les plus gros changements, pour moi, c'est peut-être ça aussi. Oui. Parce que cet accès direct à la plage du village... Oui. On s'amusait, nous, justement. Il y avait plein de joncs, il y avait plein de tout ça. On s'amusait là. On allait se laver les pieds, soi-disant, pour rentrer. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez ? Alors là, on parlait surtout des lieux, mais est-ce qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'ambiance, de la vie de village ? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez de la Porquerolles d'avant ? Vous parliez de vie de village, de fraternité insulaire. Ça, oui.
Et puis on le regrette, c'est vrai qu'on regrette cette vie-là, mais on le regrette aussi parce qu'on était beaucoup plus jeunes. Donc on n'avait pas du tout les mêmes activités, on n'avait pas les mêmes soucis, on n'avait pas les mêmes façons de vivre. Donc c'est peut-être ça qui fait le changement. Ouais, mais je crois que vous introduisez quelque chose d'intéressant. Je pense que cette nostalgie que peut-être certaines personnes peuvent avoir d'une époque passée sur l'île, elle est associée aussi à un temps de sa vie. Oui, mais oui, justement, ce temps où on était jeunes, qu'on n'avait pas de soucis, qu'on faisait pas ce qu'on voulait, parce que c'était pas le cas pour moi, mais non, c'est peut-être ça, la nostalgie qu'on peut avoir de la jeunesse. C'était la jeunesse, voilà. Ouais, je pense que c'est assez juste ce que vous dites. Et qu'est-ce qui vous semble avoir évolué positivement ? Ce qui a évolué, ça peut être la modernité qu'on a maintenant. Oui, voilà. Par exemple, ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'avant, quand on était, nous jeunes, on n'avait pas, au début, quand on est revenu à Port-Carol, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas des toilettes qu'il fallait aller. Donc, le confort. Le confort. Donc voilà, c'est ça, hein, qui a évolué. Et puis après, il y a eu d'autres commerces, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées, qui ont fait ce qu'elles ont pu, de leur passage à Port-Carol. Parce qu'il y en a qui sont venus puis qui sont repartis, justement, qui n'ont pas accepté qui n'ont pas pu passer les hivers. Quel regard, justement, en parlant de changement, quel regard vous portez sur la Fondation Carmignac, vous qui avez vécu son installation ? Est-ce que vous avez été voir les expositions ? J'y suis allée en 2019. Je suis allée voir en 2019. Donc, la dernière exposition, je n'avais pas pu aller à la première, donc je suis allée là cette année. Ça vous évoque quoi ? Après, c'est difficile, c'est de l'art contemporain. Voilà, l'art contemporain où je n'y comprends absolument rien. Ouais, même si vous me l'expliquez, c'est dur à comprendre. Mais ce qui est joli, c'est la maison, c'est les alentours, c'est tout ça, on peut pas l'enlever, c'est très joli. Et puis ça fait un plus à Port-Carol aussi. Mm-hmm. Oui, justement, cette maison, donc la maison d'Henri Vidal, donc qui a été restaurée en fondation. Vous l'avez connue, vous, avant qu'elle devienne fondation. Est-ce que... oui, moi je l'ai connue quand ça appartenait au Fournier. Ouais. C'était revenu à Mademoiselle Doria, ça. Mademoiselle Doria, c'est elle qui avait... des filles Fournier. Des filles Fournier, oui, qui avaient ça. Ben oui, il y avait des personnes qui sont venues pour cultiver, et puis après, il y a eu la vigne, et puis oui. Et après, c'était du temps de M. Vidal, ça, on a tout cassé, on a tout refait. Mm-hmm. Et puis Carmignac, il a fait le pareil, il a tout cassé, il a tout refait. Vous trouvez cet endroit quand même fidèle à, par exemple, la maison d'Henri Vidal ? Il semblerait que voilà. Plus du tout pareil. Ça n'a rien à voir, par exemple, quand il y avait Mlle Doria. Absolument, ça, oui. C'est plus du tout la même chose. Et l'inauguration de 2018, vous avez participé à cette soirée ? Oui, c'était fabuleux. C'était féerique. Complètement. Ah, c'était féerique. On arrivait, il faisait nuit, bien sûr. Avec toutes ces lumières qu'ils avaient mises, c'était quelque chose de magnifique. Et puis, ils ont fait quelque chose de grandiose quand même. Oui. Comme... Ces lumières partout, ces musiciens dans les arbres qu'on découvrait pas tout de suite. On ne savait pas du tout ce que c'était. Au début, on dit tiens, c'est un oiseau. Puis quand même, non, en répétition comme ça, c'est pas un oiseau. Puis, non, c'était vraiment très, très, très beau. Oui. Je crois que pour le coup... oui. Ouais, ça restera quand même ça restera. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il a invité tous les Porquerolais. Donc, le Porquerolais mélangé aux résidences secondaires avec les gens qui sont venus de partout. Donc, c'était très, très bien. Très, très, très bien. On était un peu hors du temps, ce soir-là. Oui, c'est vrai. On se croyait hors du temps. Oui. Est-ce que vous avez, donc on parlait un petit peu culture, est-ce que vous avez un ouvrage ou une lecture à conseiller sur Porquerolles ? Moi, ce que je préfère, c'est celui de Madame Lebert.
une île, un cadeau de mariage. Je pense que celui-là est vraiment... c'est vraiment ce qui s'est passé. D'après ce qu'on avait dit, elle s'était beaucoup aidée sur les lettres de ses parents. Votre famille est évoquée ou pas dans ce livre ? Je pense, oui. Surtout à la fin. Surtout à la fin. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir ? Est-ce que vous êtes sensible aux problématiques environnementales ? C'est-à-dire Porquerolles est particulier. Oui, c'est particulier Porquerolles parce que on est quand même sur une île pas trop grande. Des touristes, il en faut. Parce que je me demande qu'est-ce que deviendrait Porquerolles s'il n'y avait pas de touristes. Ils ont beau dire que c'est vrai, ça abîme peut-être. Hein. Moi, je suis pas placée pour savoir si ça abîme beaucoup. Mais il faudrait peut-être que ce soit plus surveillé. Enfin, je sais pas, pour que les gens puissent quand même venir. Pour vous, l'équilibre se trouve... En tout cas, quelque part entre les deux, c'est-à-dire que le tourisme est essentiel à la vie économique de l'île, et en même temps, vous dites que vous êtes bien consciente des enjeux que cela peut poser pour la nature. Bien sûr, ils vont partout, c'est sûr. On peut pas dire vous allez là et vous restez là, mais des touristes, il en faut. Où est-ce que les jeunes iraient s'il n'y avait pas des touristes ? Ça fait quand même travailler pas mal de gens. Vous qui avez vos petits-enfants sur l'île, il y a cet enjeu également du logement à Porquerolles. Pour vous, c'est une problématique importante ? Bien sûr, on ne peut pas les loger, ces enfants. Ne serait-ce que ceux de Porquerolles, on ne peut pas les loger. Alors, il faudrait peut-être faire un petit peu plus attention à ça. Non, mais l'idée de pérenniser une vie à l'année avec des familles et des enfants qui vont à l'école, parce que ça passe par ça, une vie à l'année sur l'île. S'il y a, comme là, il y a pas mal de jeunes qui voudraient rester à Porquerolles, même qui ne sont pas de l'île, voudraient rester à Porquerolles. Comme ils travaillent saisonniers, puis la saison dure quand même assez longtemps, donc ils voudraient rester à Porquerolles, mais où les loger ? Il y aurait des enfants pour l'école. La population de Porquerolles s'agrandirait, et puis ce serait bien. Donc, un des enjeux pour Porquerolles. Oui, un des enjeux, il faut des appartements. Et voilà, il faut des habitations pour les jeunes. Il me reste 2 questions, Mimi. Quelle est pour vous la définition du Porquerollais ? Pour moi, la définition d'un Porquerolais, c'est quelqu'un qui aime Porquerolles. Voilà. Pas qu'il soit pas né à Porquerolles. S'il aime Porquerolles, je vous dis pas un Porquerolais, c'est pendant que vous avez habité 1 an, mais pendant quelques années, si vous vous êtes bien habitué, si vous participez à la vie de Porquerolles, c'est un Porquerolais. Alors, en évoquant Porquerolles, on parle souvent d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or. Alors, un petit peu à la façon d'un portrait chinois, quelle serait, selon vous, l'image la plus évocatrice de Porquerolles ? Quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez à Porquerolles, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Ce qui est Porquerolles, c'est quand vous descendez le soir au port et que vous voyez ce beau coucher de soleil, c'est magnifique, quoi. On va rester sur cette belle. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment la carte postale. Vous qui connaissez si bien Porquerolles, ça reste la carte postale. Ça reste la carte postale. Merci beaucoup, Mimi, pour cet agréable échange. Merci à Mimi d'avoir partagé ses souvenirs d'une Porquerolles que peu d'entre nous ont connue. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.